c'est millimétré. Donc moi, c'est Axel Alétru. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, mon histoire, à travers lequel j'essaye de transmettre des messages forts, de motivation, de dépassement de soi. Je vais vous parler de la notion de résilience, de positivité, de performance, et comment, malgré mon handicap, j'ai réussi à retrouver une vie la plus valide possible en m'adaptant au quotidien. Alors, avant de commencer cette intervention, j'aimerais attirer votre attention à tous sur le fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous faire une leçon, c'est important, loin de là, mais plutôt là pour essayer de vous renvoyer dans votre fort intérieur et que ça puisse résonner en vous par la suite. Alors, pour bien comprendre la suite de l'histoire, mon parcours, on va faire un petit flashback quelques années auparavant où j'ai commencé par le BMX. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le BMX, ce petit vélo tout-terrain qui tourne sur un circuit avec des bosses. Je performe très vite pour devenir 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde. Je troque ensuite mon vélo. Je troque très vite mon vélo pour une moto afin de réaliser mon rêve de l'époque qui était de devenir pilote professionnel de motocross. J'intègre une équipe professionnelle, l'équipe KTM, pour participer au championnat du monde, 15 épreuves dans le monde entier. Pour une première année chez les professionnels, je faisais des résultats qui étaient très satisfaisants pour moi et l'équipe. J'ai intégré le top 15, voire le top 10 très régulièrement. Nous sommes dès à présent sur le 7e Grand Prix de la saison. Nous sommes le 27 juin 2010. Nous sommes sur la grille de départ. Première manche. Mon mécanicien est à côté de moi. Il me donne les derniers conseils. Il me répète qu'il faut que je fasse un départ canon primordial pour le restant de la course. Le panneau 15 secondes. Le panneau 5 secondes, je suis concentré, je mets les gaz, la grille tombe, paf, je fais un départ canon. Très vite, je me retrouve à une très belle 5e place. Je me sens bien, je garde le rythme, je passe devant les panoteurs, mon mécanicien me panote, garde le rythme, continue, lâche rien. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Une bosse difficile à négocier avec des ornières, des trous qui se forment à chaque tour. Une bosse où la concurrence est derrière moi, je ne veux pas lâcher les gaz sous peine de perdre une demi-seconde. Parce qu'à cette époque, à 20 ans, je n'ai pas conscience qu'une demi-seconde, pour le reste de ma vie, finalement, ce n'est rien. Je décide de ne pas lâcher les gaz, je prends l'appel du saut, la moto m'éjecte, je réceptionne sur le bas du dos, et là, je sens un grand crack dans la moelle épinière. Le bilan est sans appel, tout de suite, je sens que je suis paraplégique. En un quart de seconde, j'ai un flash où je me refais tout de suite le tour de ma carrière. Je me revois toutes ces heures passées sur la moto, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Je me revois toutes ces jeunesses sacrifiées, et là je me dis, waouh, tout ça pour me retrouver paraplégique à 20 ans pour le restant de mes jours. Par chance, je suis resté conscient, ce qui m'a permis de pouvoir diriger les premiers secours qui sont arrivés. Je suis tout de suite transféré à l'hôpital de Riga, la capitale en Lettonie. Je pars tout de suite en radiologie, on m'établit un diagnostic précis de ma lésion. Je pars ensuite au bloc pour me faire opérer. De retour après cette opération, je suis dans une salle où il y a mon père, ma mère, ainsi que mon mécanicien. Quand je me réveille doucement suite à cette opération, tout de suite, à peine réveillé, mon père me regarde et me dit « Écoute Axel, comment tu te sens ?» Là, je le regarde, je lui dis « Tu sais papa, tu me connais, je vais te dire la vérité, je ne sens plus rien. » Là, mon père me dit « Écoute Axel, c'est ton Grand Prix. S'il y a bien un Grand Prix dans ta carrière que tu dois gagner, c'est celui-là. S'il y a bien un Grand Prix que tu dois tout faire pour emporter, Axel, ce Grand Prix, c'est le Grand Prix de ta vie. Tu dois le gagner. » Waouh! Moi, je venais juste de me réveiller suite à cette lourde opération et tout de suite, à peine réveillé, mon père me fait prendre conscience du challenge que je vais devoir relever. Ce challenge, c'est pas un challenge, je peux me permettre de faire 2e ou 3e, faire une erreur comme sur une compétition. Ce challenge, c'est le challenge de ma vie, je dois le gagner. Là, je regarde mon père, je lui dis, tu sais papa, tu me connais, je vais me battre jusqu'au bout, je vais vraiment tout faire pour y arriver. Je suis ensuite rapatrié en France, à Lille, à Lille, au CHR de Lille, où tout de suite je suis transféré dans une salle où il y a toutes sortes de médecins autour de moi, chirurgiens, infirmiers. Mes proches sont là aussi pour me soutenir dans ce nouveau combat. Évidemment, arrivé en France, ma première question a été assez simple. J'ai regardé le docteur, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais marcher un jour ?» Je n'avais pas encore eu de diagnostic précis en Lettonie. Aucune réponse. Je repose une nouvelle fois la question, je dis « Docteur, dites-moi vraiment, est-ce que je peux espérer quelque chose pour la suite ?» Il me dit « Monsieur Alétru, votre moelle épinière est très endommagée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, en France, ici, nous pouvons essayer de réopérer pour enlever l'œdème qui s'est propagé dans votre colonne vertébrale et espérer une meilleure récupération. »
J'accepte cette nouvelle opération, je pars au bloc, une opération qui va durer presque 9h30, où le chirurgien m'aura posé 12 vis dans la colonne vertébrale pour essayer vraiment de stabiliser le tout au mieux. De retour dans ma chambre, le chirurgien me dit que l'opération s'est très bien déroulée et que je vais pouvoir être transféré en rééducation dans une semaine. Et pour moi, à cette époque, attendre une semaine dans mon lit d'hôpital, à regarder la télé, à souffrir, à perdre mon temps, c'est trop. Je décide donc de tout de suite commencer à travailler dans mon lit d'hôpital, une mini-contraction que j'avais gardée juste après mon crash là-bas en Lettonie, mais une contraction qui avait été perdue suite à la première opération en Lettonie, mais une contraction qui commençait à réapparaître suite à cette seconde opération en France. Alors attention, quand je dis contraction, on est d'accord, contraction infime, à l'image de comme si vous bougez vos narines, mais il y a quelque chose et je décide de commencer à le travailler. Je décide de commencer à le travailler en faisant des séries de 10, de 15, toutes les heures dans mon lit d'hôpital. Au bout d'une semaine, je suis transféré au centre de rééducation de l'Espoir à côté de Lille, où dès mon arrivée, je rencontre le médecin en chef de la rééducation avec ma future kiné Gaëlle. À peine arrivé, ma première question, logique, une nouvelle fois était simple. J'ai regardé le docteur, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» À cette époque, quand je pose cette question, je me dis que contrairement au chirurgien, ce médecin rééducateur a pu accompagner depuis des dizaines d'années des personnes paraplégiques et il pourra enfin me répondre en me disant « Monsieur Létru, vous remarcherez dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être vous récupérez la jambe de gauche ou de droite, ou rien du tout, mais au moins avoir une réponse. » Je pose donc cette question « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» Il me dit « Monsieur Létru, comme vous le savez, moi l'épinière est très endommagée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, ici au centre de rééducation, nous allons vous concocter un programme pour que vous puissiez vraiment récupérer au maximum. » À ce moment-là, je pense que le plus dur pour moi à l'époque était de ne pas savoir. Je ne savais pas comment me projeter. Le plus dur, c'est d'être dans l'interrogation. Quand on n'a aucune visibilité, on ne sait pas comment se projeter. Et c'est vrai qu'à l'époque, même en 2010 et même de nos jours en 2022, malheureusement, même si la science a beaucoup évolué, on ne peut pas vous dire si vous marcherez dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être jamais. On est constamment dans l'interrogation. Et je pense qu'en tant qu'être humain, être dans l'interrogation, c'est ce qu'il y a de plus dur. On n'a aucune vision, on ne sait pas où aller, on ne sait pas par où commencer. Et donc moi, je m'étais dit, OK Axel, pour avoir une vision claire, avoir vraiment une roadmap, un peu comme en entreprise, avec des échéances, je m'étais dit, OK, je vais prendre 2 ans de ma vie, où pendant ces 2 ans de ma vie, quoi qu'il en coûte, je vais faire le maximum pour essayer de récupérer. Et au bout de ces 2 ans, je verrai si j'accepte ou non ce qui m'est arrivé. Je m'en vais pour la première fois au plateau technique avec mon fauteuil roulant. Je rencontre Gaëlle, ma kiné. Elle me présente un petit peu le programme, les infrastructures, et on commence par un exercice simple qui est de se transférer du fauteuil roulant à la table de kiné. Alors, peut-être un exercice anodin pour vous, valide, mais très compliqué pour une personne paraplégique et privée de ses abdominaux. Elle m'explique la technique et au bout d'une dizaine de fois, j'arrive enfin à me transférer pour enchaîner sur un deuxième exercice qui est de se tenir assis avec le dossier. Très bien. Elle me dit, maintenant Axel, je vais venir abaisser le dossier. Elle abaisse le dossier. Elle me dit, maintenant Axel, tu vas venir décoller les mains des cuisses pour venir croiser les bras. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais attends, pourquoi Gaëlle veut me faire travailler assis alors que moi je veux remarcher? Moi je veux être le plus vite debout possible. Moi je veux travailler cette mini-contraction. C'est pas en travaillant assis que je vais pouvoir progresser. Je ne dis rien, je décolle les mains des cuisses, et là au moment de vouloir venir croiser les bras, paf, je tombe littéralement en arrière. Moi qui voulais remarcher, moi qui étais 1 mois auparavant un athlète de haut niveau, moi qui espérais pouvoir me remettre debout dans les mois qui arrivent, je ne savais même pas tenir assis en équilibre sur une table de kiné. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis pris un coup de massue derrière la tête, je me suis dit que le parcours allait être vraiment très 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 long et que j'allais devoir vraiment prendre les choses étape par étape pour ne pas désespérer. Ma reconstruction. Je suis passé par différentes étapes. Espérer, désespérer, espérer de nouveau, accepter le changement de ma nouvelle vie. Mais une chose est sûre, tous les matins, je me levais pour qu'une chose, remarcher. Je voulais remarcher. J'essayais d'intégrer au plus profond de mon subconscient cette image où je me voyais remarcher. Cette image était presque comme réelle. Je pouvais presque la toucher, cette image. Car je savais que si je restais fidèle à cette image mentale, elle allait peut-être pouvoir un jour se manifester. Alors je ne me disais pas « Ah tiens, aujourd'hui je vais marcher », non. Je me servais des moments de somnolence, des moments de relaxation pour pouvoir travailler mentalement. 80% de mon travail finalement en rééducation
c'est surprenant, mais était mental. Plus tard, j'ai découvert que j'ai inconsciemment utilisé la technique de la visualisation, une technique que je vous invite à aller découvrir sur Internet ou dans les livres, une technique qui peut vous servir professionnellement ou personnellement, une technique que j'ai vraiment réussi à adapter pour la rééducation. Au fur et à mesure des séances de kiné, ma mini-contraction de la jambe de gauche commence à se renforcer. Puis, tout doucement, commence à se réveiller une mini-contraction dans la jambe de droite. Au bout de 3 mois, j'ai la chance de pouvoir descendre aussi en balnéothérapie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la balnéothérapie, c'est une piscine qui nous permet de travailler des exercices qu'on ne peut pas faire à sec sur une table de kiné, mais dans l'eau avec l'aide de la pesanteur de l'eau. Quand je suis rentré dans l'eau pour la première fois, j'ai eu une sensation de liberté. J'avais l'impression de redevenir valide. Il n'y avait plus le fauteuil roulant, j'étais comme les autres, je flottais. J'ai réussi une chose importante pour moi qui était de me remettre debout dans l'eau. Alors c'est vrai que peut-être pour vous, valide, ça ne vous évoque pas grand-chose, mais pour moi, me remettre debout dans l'eau pour la première fois, c'était une énorme victoire. Une victoire qui me donnait espoir pour la suite, une victoire qui me donnait l'envie de continuer à travailler. Alors attention, quand je dis debout dans l'eau, c'est beaucoup de force sur les bras, avec de l'eau jusqu'aux épaules, mais au fur et à mesure des séances, on arrive à descendre l'eau jusque la poitrine, puis ensuite jusque la taille. Les mois passent, les séances s'enchaînent, presque 1 an et demi de rééducation. Malheureusement, je stagne. Je ne progresse pas, j'essaye de trouver des solutions, mais mes muscles ne récupèrent pas. Et là, je me dis, ok Axel, au lieu d'attendre peut-être indéfiniment des muscles qui peut-être ne reviendront jamais, au lieu de subir le changement, pourquoi pas essayer de créer le changement ? M'adapter face à cette situation. Je décide de contacter le père d'un ami d'enfance qui est orthoprothésiste, où ensemble on va essayer de co-développer des attelles pour pallier à mes muscles qui sont paralysés. Il vient me voir au centre de rééducation, il prend des moules, des mesures, et au bout de 3 semaines, il me confectionne ce qu'on appelle un releveur en carbone pour tenir mes chevilles à 90 degrés. Un releveur en carbone qui va faire office du rôle des mollets, où cette fois, je vais pouvoir me remettre non plus debout dans l'eau, mais sur la terre ferme. J'enfile mes releveurs, je fais attention à ne pas avoir de blessures, parce que comme je ne sens pas mes jambes, malheureusement, la moindre blessure pourrait mettre des mois à guérir. Je mets face aux barres parallèles, je prends de l'élan, et là, paf! J'arrive à me mettre debout entre les barres parallèles. Puis tout de suite, j'arrive à faire un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour, puis enchaîner les centaines d'allers-retours. Finalement, au bout de 2 ans, je réussis l'impossible, qui est de pouvoir sortir du centre de rééducation en marchant avec 2 béquilles et mes attelles. Alors quand je dis marcher, attention, je dis marcher comme un robot, à peu près une vingtaine, trentaine de mètres, mais réaliser quelque chose d'important pour moi, qui était de pouvoir sortir du centre de rééducation en marchant sur mes 2 jambes. 2 ans auparavant, j'étais arrivé sur un lit d'hôpital sans aucune perspective d'avenir, et je m'étais dit, écoute Axel, si un jour tu repasses cette porte, peu importe la manière, mais sur tes 2 jambes, ça sera la plus belle de ta victoire. Quand je sors du centre de rééducation, quand je passe cette porte, je prends une claque, car je comprends que cet handicap, c'est pour le restant de mes jours. Vous savez, quand vous êtes en rééducation, vous espérez toujours aller un peu plus loin, vous rêvez récupérer un petit peu plus, mais quand vous franchissez cette porte, vous dites, là, c'est pour la vie. Mais à 22 ans, la vie doit continuer. Et là, je me dis, je vais devoir donner du sens à cette nouvelle vie. Je vais devoir avoir un objectif pour avoir envie de me lever tous les matins. On a tous un objectif, professionnel ou personnel, et moi, je n'avais plus rien. La moto, c'était terminé, c'était à la fois ma passion, mes amis, mon job. Et là, je me dis, ok, par où recommencer ? Je me dis, avant toute chose, je vais d'abord voir si malgré le handicap, je peux conduire, être autonome. Et oui, c'est une question fondamentale. Est-ce que je dépends de quelqu'un pour aller d'un point A à un point B par mes propres moyens, ou est-ce que je vais être libre d'aller où là, bon me semble, tout seul ? Évidemment, quand on cherche quelque chose de nos jours, qu'est-ce qu'on fait ? Google. Donc je vais sur Google, je tape « personne en chaise roulante, est-ce qu'il est possible de conduire ?» Je découvre que oui, même si on est en chaise roulante, il est possible de conduire avec des commandes adaptées au niveau du volant pour accélérer et freiner et être autonome. Je continue à taper, toujours dans la même lignée, sur Google « personne en chaise roulante, est-ce qu'il est possible de faire du sport ?» Et là, je découvre des vidéos d'un athlète qui m'a énormément inspiré, un athlète que vous devez connaître non pas pour ses performances, mais pour ce qu'il a fait, c'est Oscar Pistorius. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il a tué sa femme. Alors, je vous rassure, il ne m'a pas du tout inspiré sur ce côté-là, on est d'accord. Mais quand j'ai vu cet athlète faire des finales aux Jeux Olympiques alors qu'il est double amputé de jambes avec les valides, je me suis dit, mais waouh, moi aussi, malgré le handicap, je peux prouver que je peux devenir une nouvelle fois un champion. Moi aussi, je peux prouver que malgré ce qui m'est arrivé, je peux aller challenger des valides. Et là, je me dis, ok,
J'aime bien le sport, j'aime bien la natation. Moi aussi, je vais faire la natation. Moi aussi, je vais essayer d'aller battre Michael Phelps et Florent Manodou, malgré mon handicap. Bon, je ne savais pas nager. Je vais au club de natation. Tout de suite, je présente un peu mes objectifs. Je dis à la coach, écoute, Anne, dans 5 ans, je vais aller battre Phelps et Manodou. Elle me regarde. Elle me dit, t'es sûr de toi? Je dis, t'inquiète pas, je suis un ancien sportif de haut niveau, le sport, ça me connaît. Bon, elle me casse pas le moral, elle me dit, écoute, Axel, va dans l'eau, on va voir ce que ça donne. Donc là, je plonge dans l'eau. Enfin, plonger, je saute dans l'eau. Je fais 25 mètres aller, 25 mètres au tout, je crois que ça a été les plus longs de ma vie. J'ai vite compris qu'aller battre Michael Phelps et Florent Manodou, sans battement de jambes, sans plonger, sans faire de demi-tour, bon, l'objectif était peut-être un petit peu trop ambitieux cette fois. Elle m'explique que, heureusement, de nos jours, il existe les Jeux paralympiques. Donc si tu veux, ensemble, on peut se lancer le projet d'aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Évidemment, je décide de me lancer dans cette aventure, mais j'ai un timing qui est très serré, avec 5 ans, pas moins, pas plus, pour apprendre à nager, seulement avec les bras, ce qui est déjà pas facile, essayer de me qualifier au jeu et décrocher une médaille. Je peux vous dire, 5 ans pour tout ça, c'est très très short. Je décide de monter ma propre équipe pour essayer de performer. Malheureusement, à l'époque, dans le handisport, il y a 12 ans, il n'y avait pas forcément de structure très professionnelle. Je décide d'embarquer 5 personnes avec moi dans l'aventure, où très vite on va progresser pour que je puisse devenir, en 5 ans de natation, 12 fois champion de France, vainqueur des Jeux européens, et décrocher 3 records de France sur 50 mètres papillon, 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. J'ai pu redevenir ce que j'étais avant dans le monde valide, mais dans le handisport sportif professionnel. Ça m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, intégrer l'équipe de France, voyager. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ma plus belle victoire sur la vie, c'est que malgré le fait que j'étais plusieurs fois champion du monde de BMX, de motocross, en natation, je dirais que ma plus belle victoire, c'est que malgré le fait que les médecins m'avaient prédit un fauteuil à vie, malgré le fait que j'ai perdu 80% de mes muscles, aujourd'hui, 12 ans après mon accident, je peux me remettre debout et marcher 1, 2, voire 3 kilomètres. Je peux même marcher avec une béquille ou quelques mètres sans béquille. J'ai réussi à refaire du vélo, j'ai réussi à refaire de la moto, alors au grand malheur de mes parents, surtout de ma mère, je peux vous le dire. Mais pour moi, refaire de la moto, c'était quelque chose d'important et le moyen de boucler la boucle. Évidemment, après la natation, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu aller encore plus loin dans ma démarche pour essayer de continuer à suivre le fil rouge de ma vie, qui est de redevenir le plus valide possible. J'ai décidé de participer à un rêve qui était de participer au Rallye Dakar. Alors peut-être que vous connaissez tous le Rallye Dakar, le rallye le plus dur au monde, 10 000 km à parcourir en presque 15 jours, des variantes de température qui vont de moins 5 degrés à plus 45 degrés, du sable, des dunes, des cailloux, des conditions extrêmes. Je me dis, mais waouh, pourquoi pas réaliser ce rêve, non pas en 2 roues comme je voulais le faire quand j'étais petit, mais sur 4 roues en voiture. En 2018, je décide de monter un projet pour participer au Dakar avec un buggy. On monte ma propre équipe, 25 personnes dans cette aventure. On essaye de développer un véhicule pour que je puisse rouler malgré le handicap, sortir de la voiture, changer une roue, performer. On essaye de trouver des partenaires. Finalement, ce Dakar, non seulement avec mon copilote François, on va le terminer, ce qui est déjà une énorme victoire, je peux vous le dire, mais en plus de terminer, on devient ensemble, et je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar devant les valides. Une première mondiale, jamais réalisée. On a réussi à ramener ce slogan jusque l'arrivée qu'on avait monté, qui était #JePeux2020, pour délivrer un message fort qui est que derrière l'impossible, se cache toujours un possible. Avec mon parcours, mon histoire, j'ai appris un mot qui m'a énormément aidé au quotidien, un mot qui résonne en moi et qui, j'espère, résonnera en vous par la suite. Ce mot, c'est la résilience. Aujourd'hui, ce que j'essaye de démontrer au quotidien, c'est que la vie peut être cruelle, certes, mais généreuse à la fois. Je suis sans rancune la vie. J'ai appris la résilience, et la résilience m'a appris à accepter ce qui est, sans colère. Car en acceptant, ça m'a permis de pouvoir continuer à avancer, plutôt que de m'arrêter. Ça m'a permis de pouvoir continuer à rêver, à avoir des ambitions, plutôt que de rester chez moi à rien faire. Mais attention, accepter n'a rien à voir avec se résigner. Souvent, je dis, tu as le choix de vivre dans le passé
te dire que c'était mieux avant, de vivre comme une victime, mais tu ne pourras jamais accéder à l'autre choix qui est de croire que c'est possible. Dans 10 ans, je remarcherai. Je redeviendrai valide, peut-être avec la science, le travail encore. Vous savez ce mot, valide, courir, sauter, marcher main dans la main, danser. Vous savez ces petites choses, ces petits bonheurs, ces petits riens, qui sont tout simplement la base de la vie de chacun d'entre nous. Mais malheureusement, de nos jours, on a très souvent tendance à tous les oublier. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Alors, c'est ma vraie radio après l'accident. Évidemment, mes parents m'ont pas fait voir cette radio parce que je pense qu'avant de commencer, j'aurais déjà abandonné. Alors j'ai eu la chance de ne pas avoir ma colonne vertébrale entièrement sectionnée, ce qui m'a permis de pouvoir laisser espérer récupérer quelques muscles. Mais grâce à ces petits muscles que j'ai, aujourd'hui, je peux faire énormément de choses. Et le fait d'avoir pu gérer tout le transport, essayer surtout ne pas paniquer durant l'accident, m'a permis peut-être de ne pas avoir cette colonne vertébrale entièrement sectionnée. Alors le motocross, un sport exigeant, extrême. Évidemment, remonter pour moi sur 2 roues, c'était quelque chose d'important. Évidemment, c'était juste pour le plaisir, pas pour faire des sauts comme vous pouvez le voir. Mais c'est un sport qui m'a énormément appris en expérience, dans la vie, pour le rebond, pour se battre. Et aujourd'hui, si je suis devant vous debout, peut-être que c'est grâce à tout mon passé de sportif de haut niveau. Alors une image qui je dirais, résume bien ma vie avec l'accident, la rééducation, derrière le fait de pouvoir me remettre debout, le plongeon de Rio, malheureusement, qui a été avorté, mais derrière, la consécration avec la victoire au Dakar, les 25 personnes qui étaient à l'arrivée, mon copilote François qui était à côté de moi sur ma droite, qui avait 20 ans d'expérience dans le Dakar. Il a accepté de faire ce challenge avec moi. C'était quand même osé, parce que voilà, on était une équipe handi-valide, mais il a accepté de relever le défi et avoir pu gagner, c'était quelque chose qui était vraiment extraordinaire et qui restera vraiment gravé à jamais dans ma mémoire. Alors voilà comment j'ai adapté mon véhicule. On me demande comment j'ai adapté mon véhicule, parce que je n'ai pas roulé avec des commandes au volant, mais plutôt au pied. Même si j'ai aucune sensation dans les pieds, c'était plus pratique pour moi de rouler avec des pédales, parce que vous doutez bien que faire 10 000 km sur un Dakar en accélérant, en freinant et tourner avec les mains, au bout d'un moment, c'était un petit peu compliqué. Donc on a développé ce système où je peux plugger mon pied droit avec une sangle et freiner du pied gauche. Alors c'est toujours un peu stressant quand on monte à côté de moi, parce qu'à chaque fois, je leur dis je ne sens pas mes jambes, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Mais je peux vous dire que c'est un système qui fonctionne très bien et qui a montré ses preuves. Aujourd'hui, toujours l'envie d'aller plus loin, avec un nouveau projet, GoGreen 2024, un projet qui associe handicap, performance et environnement. L'idée est de pouvoir aller sur le Dakar sur un véhicule à énergie renouvelable, probablement hydrogène. Un projet où je suis ambassadeur, parce que voilà, aujourd'hui, je suis l'un des plus jeunes sur le Dakar, et pouvoir bousculer un peu les codes et faire développer de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, un nouveau challenge qui va être ambitieux, mais on repart avec cette même équipe et ces 25 personnes dans l'aventure. N'hésitez pas à continuer à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, beaucoup de projets en cours, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses à venir. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Je vous ai ramené aussi mon livre 28 principes pour rebondir. Donc pour ceux qui souhaitent venir à mon stand, à la sortie de la salle, n'hésitez pas à venir pour une dédicace, une photo ou tout simplement poser votre question, ça sera avec plaisir. Merci à vous.